En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission En direct de chez vous. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale car nous allons découvrir un endroit qui s'est ouvert récemment, qui s'appelle le Lion Rouge. Nous sommes encore une fois au cœur d'Angoulême. Et avant de pénétrer dans cet endroit, eh bien, je vous invite avec Florent Gaillard, notre historien favori sur notre antenne d'RCF et autres lieux, de visiter, de voir un peu cette place où se situe cet établissement. Alors Florent, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette place? Mille et une choses. Elle a déjà plusieurs noms. Elle est place de l'Hôtel de Ville, elle est place Francis Louvel et peut-être un autre nom avant. Oui, effectivement, on est au cœur de la vieille ville d'Angoulême, au cœur de cette ville si agréable, avec cette charmante place triangulaire, dominée par ce massif et magnifique palais de justice d'Angoulême. C'est, oui, le cœur de la ville, le cœur de la ville ancienne. Et c'est un cœur plein d'histoire, puisque cette place Francis Louvel, qui porte le nom d'un résistant de la Seconde Guerre mondiale, avant s'appelait la place du Mûrier, tout simplement parce qu'il y avait au milieu de cette place un mûrier, et elle a été longtemps une place privée. Avant qu'elle ne devienne publique, c'était la place du couvent des Dominicains, puisqu'à l'emplacement du palais de justice se trouvait depuis le XIIIe siècle un immense couvent qui était celui des Dominicains, mais qui avait commencé par louer une partie, déjà un peu à la fin de l'Ancien Régime, une partie de leurs locaux à la justice d'Ancien Régime. Donc on peut dire que la justice est implantée ici depuis fort longtemps, puisque le présidial d'Angoulême était ici également à la fin de l'Ancien Régime. On sait d'ailleurs que dans ce couvent avait été inhumé une très grande figure de l'histoire, un très grand juriste qui s'appelait Jean Faure, un homme du XIVe siècle dont on peut penser, certains historiens le disent, qu'il avait été le chancelier de Philippe VI de Valois, ministre de la Justice donc d'un roi de France, mais aussi bien sûr un grand commentateur des différents codes de Justinien qu'il avait publié à l'époque bien sûr d'une manière manuscrite, et ensuite il sera imprimé avec le développement de l'imprimerie. Donc le grand Jean Faure, Johannes Fabri, a vécu dans ce lieu et y a été enterré au XIVe siècle. Tout autour de cette place, donc ce grand palais de justice, c'est Abadie père qui va l'élever en 1826. Voilà, donc c'est le père d'Abadie qui restaure la cathédrale et construit l'hôtel de ville. On a la chance d'avoir la proximité ici avec l'église Saint-André, l'ancienne église, l'ancienne chapelle privée des comtes d'Angoulême, puisque à l'origine le château des comtes d'Angoulême était en face. Puis vous avez tout au long ici de cette place de très beaux bâtiments. L'hôtel du Palais, qui a abrité d'ailleurs à un moment les services de la ville d'Angoulême à la fin de l'Ancien Régime. Et vous avez également dans ces lieux des bâtiments très intéressants. On perçoit le restaurant chez Paul, une chocolaterie Le Tuf à côté pour les gourmands. Et juste à cet emplacement était implanté un couvent, un autre couvent. Il y avait beaucoup de couvents dans la ville, celui des Tiercelettes. Et on sait que sous l'ancienne pharmacie qui est juste à côté de la chocolaterie Le Tuf est toujours une cave, implantée, une cave très haute qui devait certainement appartenir au palais Taillefer, au palais des comtes d'Angoulême, et qui se trouve aujourd'hui en sous-sol. C'est l'une des caves les plus monumentales d'Angoulême. C'est un véritable chef-d'œuvre. Juste en face, vous avez la Poste, un beau bâtiment qui date du début du XXe siècle, une belle architecture, et puis toutes sortes également d'autres maisons qui ont été élevées au XIXe siècle, mais qui ont respecté un certain nombre de règles de hauteur. Voilà. Cette place, elle est au cœur de la ville d'Angoulême, et vous la retrouverez aussi dans des romans célèbres. On va se replonger bien sûr dans Balzac, dans Les Illusions perdues. Voilà, puisque quand Balzac vient à Angoulême, on sait qu'il va aller au palais de justice, rendre visite à Eusèbe Castaigne, qui est bibliothécaire. La bibliothèque est dans les combles, et il va rencontrer d'ailleurs dans la bibliothèque un futur journaliste et auteur bien connu, Albéric Second, qui est encore un collégien. Et on faut imaginer Balzac, Honoré de Balzac, descendre ses marches en compagnie d'Albéric Second. Et Balzac dira à Albéric: Monsieur, faites-moi les honneurs de votre ville. Et c'est Albéric Second qui va guider Balzac dans la ville. Et ne soyez pas surpris si après, bien sûr, dans Balzac, vous allez retrouver des bâtiments, des libraires, de la place du Mûrier, de l'Houmeau et d'autres quartiers. On sait que Balzac a aimé Angoulême au point, bien sûr, de le consacrer à un roman.
Très bien. Vous parliez de l'architecture, me fait penser, celle-ci où est la Caisse d'épargne aujourd'hui et le café de Saint-Germain, un peu de l'hôtel de ville finalement. Bien sûr, l'architecture éclectique, voilà, qui mélange à la fois, vous voyez, les chapiteaux du Moyen Âge et puis des éléments un peu plus Renaissance, s'est développée dans la ville et aussi bien Abadie-Fils, donc l'architecte Paul Abadie-Fils, que d'autres disciples, comme l'architecte Varin, vont suivre un petit peu les pas de leur père pour donner à ces bâtiments de la ville au 19e siècle un aspect tout à fait charmant, unique, avec cette belle pierre blonde, et puis ces éléments qui rappellent toute l'histoire de France. Alors si on se tourne un peu vers la gauche en regardant le bâtiment qui fait l'angle où est la Caisse d'épargne, on arrive sur le grand bâtiment où est inscrite la façade du Lion Rouge. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce bâtiment? Oui, c'est un bâtiment extrêmement ancien, puisqu'on sait qu'à l'intérieur de ce bâtiment et surtout au fond de ce bâtiment, dans la cour, était implanté un hôtel particulier d'Ancien Régime, un fief dont il reste quelques éléments encore. Et puis bien sûr, au 19e siècle, des bâtiments ont été construits devant, comme ceux-là, pour abriter un certain nombre de magasins. Et en l'occurrence ici, je me souviens bien, il s'agissait d'une quincaillerie importante au Saint-Éloi. Voilà, c'était le nom. Il y avait même une sculpture qui représentait Saint-Éloi sur la façade, et vous retrouverez le mot Saint-Éloi aussi à l'intérieur sur les colonnes métalliques, puisque on a aussi une très belle architecture métallique à l'intérieur, avec une verrière qui a été ajoutée certainement à l'époque de Napoléon III, puisque par chance, nous avons retrouvé aux archives municipales un papier en tête donc du commerce de l'époque à Saint-Éloi, de la fameuse quincaillerie qui était implantée là, avec justement une représentation de la façade qu'on a pu communiquer d'ailleurs à Monsieur Gadra lorsqu'il a ouvert ce restaurant. Donc un élément patrimonial, historique, qui rappelle l'histoire de ces magasins. Alors après, il y a eu d'autres occupations. On sait qu'il y a eu un armurier, il y a eu aussi un magasin de meubles. Bien sûr, après, il y a eu une librairie. Enfin, il y a eu énormément d'occupations. Et effectivement, aujourd'hui, ce très bel établissement met en valeur cette architecture, même ce bandeau superbe, vous voyez, avec ces lions déjà, qui étaient présents. Qui était présent. Dès le 19e siècle, en bois. Et puis, ces très jolies gargouilles ici, qui ressemblent à des canons, voilà, qui sont typiques un peu de l'architecture du début du 19e siècle, hein, parce que c'est un ensemble ancien, mais qui s'appuie et qui, quelque part, est construit sur des ensembles beaucoup plus anciens. C'est la chance d'Angoulême, et tout ce quartier, si vous voulez, est marqué par l'histoire, puisque on avait ce couvent ici des Jacobins, des Dominicains, puisqu'on les appelle Jacobins aussi, et puis bien sûr la présence du couvent des Tiercelettes, et qui petit à petit après s'était ouvert, et la place après avait été aménagée, place du couvent donc des Jacobins, qui après est devenue municipale au fur et à mesure du temps. Alors, on sait qu'il y a eu bien sûr des épisodes un peu dramatiques pendant les guerres de religion, pendant la Révolution, puisque la guillotine avait été placée ici au début de la Révolution à quelques temps. Tout ça, heureusement, aujourd'hui est oublié. C'est devenu une place plutôt charmante, avec des tables de restaurant et une très belle fontaine avec des tritons qui étaient ajoutés au 19e siècle et qui donnent à cet espace un petit air italien. Je crois que c'est Théophile Gautier qui disait Angoulême et son espèce de faux air italien. Mais je trouve que quand on est sur cette place, effectivement, on se croirait un petit peu en Italie. Merci beaucoup. La transition, cher Florent Gaillard, est toute faite avec le Lion Rouge et puis sa cuisine à l'italienne. On va rejoindre tout de suite Monsieur Christophe Gadra qui a initié ce beau projet que nous allons découvrir ensemble. Merci Florent. En direct de chez vous, RCF Charente. Alors, dirigeons-nous maintenant au Lion Rouge pour entrer après cette présentation de Florent, que nous remercions encore. Et après la petite barrière qui délimite la terrasse, j'ai la joie de saluer Christophe Gadra. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors merci de nous accueillir au Lion Rouge, et qui n'est pas rouge d'ailleurs, hein, mais dans cet endroit que vous avez sublimé.
que vous avez repris, je crois, il y a un peu plus de 3 ans. Et il y a eu beaucoup de travaux. Vous me disiez en préparant l'émission, 3 ans de travaux. On découvre ce lieu. Donc on rentre par une grande porte dans ce qui était sans doute une maison. Vous avez enlevé les plâtres et on aperçoit les poutres, le plancher. Et c'est là que, sur la gauche, un immense bar magnifique et un grand miroir nous accueille. Avant que nous entrions dans la partie la plus large et la plus haute, puisqu'elle est sous verrière, d'où pendent des plantes, on se croirait presque dans la forêt amazonienne, et mélange de plantes et de lustres. Il y a une luxuriance, mais sans ostentation. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette maison que vous avez repris. Alors, on a pris ce lieu il y a 3 ans. On a déjà 1 an d'ouverture. Donc, on a ouvert le 10 décembre 2021. Et avant ça, on a fait 3 ans de travaux. Donc, on a beaucoup épuré le lieu. On a enlevé énormément de faux plafonds, de choses qui cachaient un petit peu l'origine du bâtiment. Cette partie-là, qui est l'entrée, est 18e. L'arrière est 19e. Et a été raccordé en 1820-1830. On ne sait pas trop encore, on n'a pas trop les dates en fait, historiquement. C'était une cour et pour faire cet ensemble qui était en fait une quincaillerie au départ. Voilà. Donc 3 ans de travaux et aujourd'hui un restaurant qui peut accueillir 180 personnes. Ah oui, 180 personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez, quelle intuition vous avez eue quand vous avez vu le lieu? J'ai eu la chance de le voir à un moment, avant les travaux, pendant les travaux et maintenant. Comment est-ce que l'inspiration vous vient pour faire la décoration de ce lieu? Dire, tiens, je vais faire ça là, je vais rétablir la verrière, je vais faire des passerelles. Alors, on l'a connu, pour ceux qui ont connu Chapitre ou la librairie avant, on y allait, mais ça a complètement changé. Alors déjà, on a pris un lieu qui était effectivement, bon déjà c'est juste magnifique pour faire un projet comme celui qu'on voulait faire. Ça n'a pas été très compliqué parce qu'en fait aujourd'hui, ce lieu c'était juste maîtriser les volumes. En décoration, on n'a pas fait énormément de choses. Les bacs à fleurs qui reçoivent les fleurs, c'est juste une question de sécurité pour que les enfants ne puissent pas monter sur les balustrades. Donc on a mis des bacs à fleurs et de là on est parti sur les plantes. Les plantes aujourd'hui prennent un espace relativement important dans ce lieu. Et après tout ce qui est décoration, il n'y a pas énormément de choses en fait. Si on réfléchit bien, c'est juste maîtriser un petit peu le lieu et maîtriser un peu les volumes, ce qui était un peu plus compliqué pour les éclairages, des choses comme ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a été inspiré dès le départ parce qu'on était plusieurs en lice pour avoir ce lieu par rapport aux propriétaires. Et notre projet de départ a été en février 2019. Je crois, oui, si je ne me trompe pas. Et notre projet n'a pas beaucoup changé dans les 15 jours où on a présenté ce projet à la propriétaire. D'accord. Alors, oui, vous le disiez, il n'y a pas énormément de décoration. Enfin, ce qui a été le plus important, ça a été de restituer, tous les volumes et les murs, les mettre en valeur. Et ensuite, s'ajoutent les décorations et vous faites des expositions d'artistes et autres. Oui. Alors, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a essayé de ramener le bâtiment un peu à son origine. Et ça, c'est ce qui a été le plus compliqué. Parce que, pas trop esquinté au niveau des murs, mais on a fait ressortir beaucoup de murs, beaucoup de colonnes qui étaient prises dans des placos. Et surtout, le plus gros travail qui a été fait, c'est la verrière, puisqu'elle était extrêmement esquintée par le temps, mal restaurée. Et on a eu cette chance de la restaurer correctement. Ça n'a pas été facile, parce qu'on n'a pas trouvé forcément les entreprises dès le départ. Mais voilà, aujourd'hui, elle est là, elle est plutôt majestueuse dans ce lieu. Elle donne un lieu assez incroyable. Donc oui, de toute manière, ce lieu est magique. Déjà, en faisant rien, il était déjà magique. Et c'est ça qui vous a plu sans doute? Bah oui, bien sûr. Et puis de manière, je ne suis pas à mon premier projet de décorer un espace. Donc voilà, en tous les cas, aujourd'hui, ça fonctionne. Les gens sont plutôt contents de ce lieu et c'est un peu sympathique pour Angoulême parce que c'est assez exceptionnel comme endroit, quoi.
Très bien. C'est un lieu même parisien, moi je dis. D'ailleurs, justement, j'en viens là. Je suis devant le lion. Ça s'appelle le Lion Rouge ici. Et c'est le lion où vous avez eu la chance d'avoir Mme Macron qui est venue s'appuyer dessus. Oui. Alors, pourquoi le Lion Rouge? Alors, pourquoi le Lion Rouge? Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, c'est assez surprenant parce que d'avoir aujourd'hui un lieu et de lui donner un nom, ce qui est plutôt bizarre, c'est de nous demander pourquoi Lion Rouge. Et à chaque fois, ça interpelle les gens. Donc, du coup, c'est un peu réussi pour nous en termes de communication. Sur la façade, je ne sais pas si vous avez vu en rentrant, vous avez 2 lions de chaque côté qui est sur un bandeau 18e, qui est à peu près à 8 mètres de haut. Et ça, personne ne sait pourquoi il y a ces lions. Donc au départ, on a parlé des lions. Et pourquoi rouge? Tout simplement parce que le blason de Poitou-Charentes au XIe siècle, il était mis au XIIe siècle en fait, par Richard Cœur de Lion quand il a envahi l'Aquitaine. Et donc rouge parce que c'était une évidence quoi. Aujourd'hui, d'avoir ce... Alors, au départ, on a un peu plaisanté en expliquant qu'on était au numéro 3 et qu'il y a beaucoup de 3 dans notre aventure de business. Et du coup, on a pensé aussi que bon, le drapeau italien est en fait aujourd'hui la 3e couleur du drapeau italien, c'est le rouge. Et puis, bon, le rouge, c'est quand même un peu l'Italie, puisqu'on a une cuisine italienne. Donc. Alors voilà, j'allais y venir. Alors on déambule, hein. On passe sous la verrière avec une grande banquette centrale qui fait un ovale, hein, comme un peu le cirque à Rome où tournent les chevaux autour. Hein. Sauf que là, ce sont les tables avec des couleurs dorées ou orangées, brillantes. Et ça donne beaucoup de majesté au lieu. Et là, je me trouve devant un four. Vous parliez de cuisine italienne, donc... c'est la pizza, c'est quoi? C'est la trattoria? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors oui, on est vraiment on est sur l'Italie. On est avec un four italien qui a été conçu pour nous. Donc il a été fait sur mesure. Il arrive de Rome, de 80 km au nord de Rome, dans la campagne romaine. Ce four, bon, voilà, il est assez effectivement majestueux. Il fait 3,8 tonnes. Il a été compliqué à amener jusqu'ici. Et aujourd'hui, voilà, il fait de super pizzas et je crois que les clients sont contents puisque on a des bons retours. Voilà, donc en tous les cas. Bien, alors, qu'est-ce qui a prévalu à vouloir faire de la cuisine italienne ici, au lieu d'une cuisine traditionnelle, comme on pourrait s'y attendre? Alors, on va dire qu'on est plus... Alors, pourquoi on a fait une cuisine italienne? C'est déjà parce qu'on a déjà un premier restaurant qui est italien, et qu'aujourd'hui, dans ce qui fonctionne, c'est l'Italie. Donc aujourd'hui, on est plutôt resté sur cette mouvance où les gens aiment partager un petit peu les plats, les antipastis, les pizzas. Et en fait, on est resté là-dessus parce que d'abord, on le maîtrise bien. On a un chef qui travaille depuis 8 ans avec nous et qui a permis de monter ce projet aussi avec lui et avec toute une équipe, puisqu'aujourd'hui, il y a 8 personnes en cuisine et 8 personnes en salle. Et on est à peu près 25, je crois, à travailler en tout. Alors là, on est en train de rentrer dans les cuisines, parce que c'est bien aussi de voir l'envers du décor. Alors, habituellement, je fais des émissions sur la cuisine qui s'appelle Chronique Saveur, et on visite les restaurants à ce moment-là. Vous, on a décidé d'en faire une émission d'en direct de chez vous, parce que c'est assez fou de se lancer en Charente dans un projet tel que le vôtre, et on voulait le mettre en lumière, et puis voir l'envers du décor de cette maison, du Lion Rouge. Alors là, devant moi, j'ai l'impression que quelqu'un prépare un tiramisu. Je crois que c'est un tiramisu ou une mousse au chocolat, je ne sais pas. Il faut lui demander. Demandez-lui. Comment il s'appelle? Kevin. Pardon? Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Là, on fait la mousse au chocolat, simplement. Tout simplement la mousse au chocolat. Ouais. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est un lieu nouveau ici à Angoulême, même s'il a 1 an. Il a été conçu de A à Z par Christophe entre autres. Et comment vous vous sentez ici? Est-ce que c'est agréable de travailler? Parlez-nous un peu du lieu à l'arrière. À l'arrière? Non, en vrai on a le confort du travail, on est libre de faire ce qu'on veut en termes culinaires. Du coup c'est agréable, on manque de rien en termes de matériel. Donc non, vraiment on est très bien. Bon, écoutez, on vous souhaite en tout cas une belle réussite et puis on vous laisse continuer votre mousse au chocolat. Christophe, je vois que voilà, si on lâche Christophe 2 secondes, il est déjà en train de regarder tout ce qui se passe en cuisine. Il a l'œil à tout et c'est un peu son travail. Alors maintenant, nous allons passer plus loin que les cuisines. Là, on était sur la cuisine. Voilà, sur l'arrière-cuisine, là où il y a la préparation
des pâtons, tout ce qui nous permet de préparer les pizzas. Donc là, ils sont en train de travailler sur... ils boulent, en fait, ils vont vous expliquer comment ils fonctionnent et comment on fonctionne sur la préparation de tout ça. Bien, et alors il y en a qui bullent et eux ils boulent. Donc voilà. Hein. Et alors on voit les petits pâtons ronds. Les petits pâtons ronds, c'est joli comme ça. Rond petit patapon. Et je vais arrêter là. Alors qui est le pizzaiolo ici? Alors le chef. Alors c'est vous. C'est deux pizzaiolos. Bon. Le chef, il est... Bon, alors chef, on vient de voir votre four 9 tonnes, nous dit Christophe. Comme 3 tonnes. Ah, c'est moi que j'exagère. Comment est-ce qu'on travaille avec un tel four? Est-ce que vous aviez l'habitude de travailler avec un four aussi grand et à la feuille d'or même? D'accord, il est magnifique. C'est un élément du décor en même temps. Ouais, c'est plus du décor. Bon, après, mais sinon, on est quand même sur une belle pièce. Donc, avec une seule rotative. Donc, Christophe a dû vous expliquer un peu. Non, on est sur un bel outil de travail. Donc, tous nos pâtons maison aussi, tous les produits qu'on reçoit, ils sont frais, faits maison, retravaillés derrière. Et puis après, pour le plaisir des clients, hein, tout simplement. Alors oui, sol rotatif, c'est-à-dire que j'ai vu, moi, au milieu du four, un petit manège, hein, on va dire ça comme ça, qui tourne autour, et c'est là que vous mettez vos pâtons, enfin vos pizzas. Combien vous pouvez mettre de pizzas dans ce four? Là, j'en mets 7 maximum. Donc après, on fait une rotation à chaque fois. Dès qu'il y en a 2 ou 3 qui sont cuites, on peut rechanger derrière. Là, quand on est 2, on se fait un roulement et puis... Bon, alors pour nous donner l'eau à la bouche, chef, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme idée de pizza? Toutes celles qu'on fait à la carte sont sympas. Donc on a quand même la pièce maîtresse, c'est la Léone, donc base tomate, mozzarella, donc fior di latte, donc une super mozza fraîche. Après cuisson, du coup, on se met la roquette, jambon de Parme affiné 24 mois qui arrive directement d'Italie, donc super jambon aussi. Et après, on travaille avec une burrata d'épaule, donc c'est comme une boule de mozzarella, mais crémeuse si vous voulez, pour l'explication. Un petit filet d'huile d'olive, pareil d'Italie, sel, poivre et on envoie. Simplicité, c'est bien. Merci beaucoup, on vous laisse travailler, chef. Alors Christophe, par quoi termine-t-on? Est-ce qu'on monte? On va aller voir la pâtissière peut-être éventuellement, qui fait les tiramisu, elle est en train d'en préparer. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis après, je ne sais pas, c'est toi qui me dis ce que tu veux. Alors on sait aussi que vous avez des salles à l'étage, oui, où vous pouvez recevoir en privé et aussi pour des réunions. Alors, je suis devant la pâtissière. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors là, je fais un entremets chocolat-café pour les desserts jour. Alors, les desserts du jour, oui. C'est-à-dire qu'en plus de la carte habituelle, vous avez les desserts du jour. Merci et puis bon courage à vous. Merci. Alors, Christophe, on va grimper à l'étage? Oui, on va... Pour qu'on voit... Alors, ça fait combien de superficie là, pour que nos auditeurs se rendent compte? On est sur 1400 mètres carrés. Le gros avantage qu'on a sur ce lieu, c'est qu'en fait, on a autant de surface commerciale que de surface technique. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut vraiment travailler... on peut sortir 450 à 500 couverts par jour sans aucune difficulté. D'accord, alors ça veut dire qu'il y a autant de place à l'arrière, c'est un peu comme un théâtre, voilà. Il y a autant de place pour les spectateurs que pour la zone technique et la scène. Voilà. Et vous, c'est pareil. Ouais, alors là, c'est un endroit aussi magique, avec toute une banquette un peu vieux rose et de très jolis coussins, qui alternent avec du verre tendre. Et nous sommes sur le plancher et on domine la salle, on est sous la verrière, et tout à coup, on rentre dans une pièce comme si on était dans une maison, qui donne sur la rue, sur le palais de justice, où là, on est plutôt dans les tons de rose et de vert. Oui, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus cosy, un petit peu plus féminin. Donc, en fait, on a vraiment 2 espaces, que ce soit le rez-de-chaussée ou l'étage. On a aujourd'hui cette possibilité de proposer aux gens, et les gens adorent cette salle. Donc, voilà, c'était l'idée de départ, c'était de donner à chacun le choix d'un lieu... Le bas est quand même beaucoup plus froid, surtout l'hiver. Bon, et ça, c'est un peu un petit problème dû à la verrière. Mais voilà, en tous les cas... Alors quand vous dites froid, c'est plutôt la température ou c'est plutôt l'ambiance? Non, c'est la température. C'est très difficile à chauffer. En plus, en ce moment, avec
les problèmes qu'on rencontre. Oui, mais j'allais dire, on n'a pas froid quand on vient manger ici. En plus, il y a le four à pizza, etc. Non, mais on se sent très bien. Non, mais il ne chauffe pas. Le four à pizza est très isolé. Non, il est isolé, donc il ne chauffe pas. Mais bon, on sait que la chaleur monte. Il est plus facile de refroidir le lieu que de le chauffer. D'accord. Alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment deux ambiances. C'est-à-dire que lorsqu'on est en bas, on est dans le côté un peu brasserie, mouvement, la vie de la ville, les gens qui viennent déjeuner, repas d'affaires et autres. Et là, on est dans un endroit un petit peu plus feutré, un peu plus intime. Oui, plus familial, exactement. C'est exactement ça. D'accord. Et vous avez également des salles pour recevoir les gens? Alors, c'est pas tout à fait terminé. On a une salle à manger qui se trouve à gauche ici. Et de l'autre côté, tout est en travaux encore. On avait un petit peu stoppé tous ces travaux au moment du Covid et on ne les avait pas repris, ne sachant pas encore ce qui allait se passer. Donc voilà, il s'est quasiment terminé. Ça sera, j'espère, prêt début 2023, j'espère. Bon, justement, je voulais vous poser, avant que nous ne terminions l'émission, la question de comment voyez-vous l'avenir de cette maison? Plutôt bien. Plutôt bien. Non, il n'y a pas de souci particulier. Aujourd'hui, on est sur un lieu déjà qui nous permet aussi de scénographier avec des expositions, avec des artistes de qualité, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent pour faire des expositions. La semaine prochaine, ce week-end, va arriver le sapin aussi. Donc ça, c'est le sapin de Noël. Va amener un petit côté un peu féerique au lieu, puisque le sapin va faire 10 mètres de haut avec 200 kilos et 1400 boules, donc je pense que ça va être sympa. Voilà. Bon, on va rester sur cette belle image des fêtes de Noël, et au Lion Rouge notamment, et on vous remercie de nous avoir reçus, et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci Christophe, merci à bientôt. Beaucoup. Merci à vous, merci de votre visite. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.